Bienvenue officiellement dans cette deuxième saison de mon podcast Cœur à nu. Je suis tellement contente de vous retrouver pour une deuxième saison, donc un grand merci d'être encore avec nous pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, on va commencer cette saison-ci, ce premier épisode, en parlant d'intelligence émotionnelle. On va parler des émotions, de à quoi ça sert nos différentes émotions, comment les gérer, les canaliser. On va vous partager des trucs, des outils concrets. On va parler entre autres des impacts que ça peut avoir sur le couple, puis comment gérer tout ça en fait dans nos relations de couple. Puis tout au long de la saison, on va encore une fois briser des tabous en lien avec des sujets qui sont vraiment nécessaires et qu'on n'aborde pas assez, parce que c'est vraiment un des objectifs du podcast de le faire avec bienveillance, de créer un safe space pour aborder des sujets délicats. On va parler entre autres de trauma, de dépendance, de relations toxiques, de violence. On va parler aussi de différences culturelles, de parentalité, d'image corporelle, encore plus avec des invités incroyables qui nous attendent. Et pour commencer la saison, je suis tellement contente d'avoir pu recevoir Hélène Fortin-Lachance, qui est psychoéducatrice, mais qui est aussi autrice, maman, qui a plusieurs chapeaux, qui fait aussi du contenu sur les réseaux sociaux et qui a une façon vraiment simple, accessible, ludique d'expliquer, de nous aider à comprendre nos différentes émotions, comment les gérer, puis elle va nous partager entre autres son expérience puis des outils concrets pour nous aider avec tout ça à développer notre intelligence émotionnelle, à mieux comprendre c'est quoi l'intelligence émotionnelle puis à quoi ils servent nos émotions en fait. Donc, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Malheureusement, pour cet épisode-ci, il y a eu un petit bug, donc vous n'aurez pas accès à la version vidéo, seulement l'audio. Mais pour tous les prochains épisodes, vous allez avoir accès à la version vidéo sur YouTube et à l'audio sur Spotify. Donc, pour celle-ci, même si vous ne voyez pas, je vous invite à rester jusqu'à la fin où on va vous partager encore une fois des outils, des stratégies pour améliorer votre satisfaction, autant au niveau de l'intimité que du couple, à travers toutes les émotions parfois intenses qu'on peut ressentir. Puis, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez une consultation virtuelle, que ça soit individuelle ou en couple, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site web au ebsexologue.ca. Puis, si vous traversez dans votre couple des enjeux en lien avec le désir sexuel, l'écart de désir, j'ai conçu un programme qui s'appelle Désirer, qui est fait pour vous accompagner à travers les différents enjeux liés au désir. Donc, vous pouvez également le retrouver sur mon site web ebsexologue.ca. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez être à l'affût des prochains épisodes qui vont venir. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'en faire part par courriel au contact@ebsexologue.ca. Vous allez retrouver toutes les informations et les détails dans la description du podcast. Bonne écoute! D'avoir accepté mon invitation pour cet épisode qui va marquer la première, dans le fond, le premier épisode de la deuxième saison du podcast. Je suis vraiment contente de repartir tout ça, puis en plus de le commencer avec ce sujet-là qui va être vraiment intéressant, l'intelligence émotionnelle. Merci à toi, Emmanuel, je suis contente d'être là. Fait que je me demandais, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter un petit peu pour les personnes qui te connaissent pas? Oui, assurément. Ben, mon nom, c'est Hélène Fortin-Lachance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Hélène Fortin-Lachance, psychoéducatrice, puis Instagram, hélène.psychoed. Donc voilà, je suis psychoéducatrice, donc je détiens une maîtrise là, de l'Université Laval, que j'ai obtenue en 2017. Depuis, j'ai travaillé beaucoup en milieu scolaire, j'ai aussi travaillé dans différents organismes communautaires. Puis l'année dernière, en 2024, ben, j'ai eu la chance de faire paraître mon premier livre que j'ai coécrit avec une enseignante de l'Université Laval, livre qui s'appelle le guide pratique pour développer ses compétences relationnelles, sous-titre connaissance de soi, gestion des émotions et écoute. Donc, un livre de vulgarisation scientifique, en fait, là, qui vient parler notamment d'intelligence émotionnelle, c'est quoi nos émotions, c'est quoi leur fonction, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces bébites-là, et les autres aspects, donc l'identité et l'écoute. Puis voilà, donc je suis aussi en pratique privée là, pour donner des conférences, j'offre différents outils sur mon site internet tapaletteémotionnelle.com. Très rapidement, ça ressemble à ça. Sinon, comme personne, ben je suis maman aussi de 2 beaux enfants en bas âge. Donc, buveuse de café à temps plein pour soutenir la conciliation travail-famille. Et personne aussi sensible qui a beaucoup cheminé avec mes propres émotions depuis que je suis jeune. Je dirais ça rapidement. Mais je suis vraiment contente de cette conversation-là qu'on va avoir aujourd'hui, puis je me suis fait poser quelques questions justement par rapport à l'intelligence émotionnelle, puis je pense qu'il y a plusieurs choses en lien avec ça qui sont peut-être mal compris des fois ou qu'on va pouvoir éclaircir, entre autres sur comment ça peut impacter
nous impacter nos relations de couple, inévitablement notre intimité aussi, notre sexualité, c'est sûr, là, mais on va pouvoir se centrer surtout justement sur comment ça impacte nos relations. Fait est-ce que tu voudrais commencer un peu par définir c'est quoi, tu sais, dans le fond, l'intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi? La question à 1 million de dollars. Émotionnel, parce que je pense qu'on commence à en entendre de plus en plus parler, mais j'aime dire d'abord que c'est un concept et un champ d'études qui est encore relativement récent, là. Donc, ça a vraiment été popularisé dans les années 90 avec l'arrivée de Daniel Goleman, qui a écrit, lui, plusieurs livres sur le sujet, puis qui est venu finalement l'appliquer aussi au monde du travail à la base. Donc, lui, c'est qu'il finalement, il est venu postuler, hey, je pense que le quotient intellectuel n'explique pas le succès finalement dans une entreprise au travail et il n'explique probablement pas tant que ça non plus le bien-être finalement et la santé mentale. Donc, il est venu étudier autre chose, une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle. Donc, c'était pas tout à fait nouveau, là. Il y avait d'autres chercheurs là, qui s'étaient intéressés à ça, mais lui, ben, il l'a popularisé. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben voilà. En fait, rapidement, lui, son modèle, il y en existe d'autres, là, mais on va garder le sien, en fait, qui est très connu. Son modèle, c'est qu'il y a 4 composantes. Donc, il y en a 2 qui sont centrées sur soi et il y en a 2 qui sont centrées sur les autres, donc nos relations avec les autres. La première composante qui est vraiment la base de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Donc, à quel point finalement je me connais bien, à quel point je me donne le droit à l'erreur, à quel point je me fais confiance aussi. Et la deuxième composante par rapport à soi, toujours, c'est aussi la maîtrise de soi. En d'autres mots, la gestion, la régulation de nos émotions. Donc, une fois que je me connais, finalement, je sais je suis qui, je sais c'est quoi mes forces, mes faiblesses, je sais peut-être c'est quoi mes déclencheurs émotionnels. Donc, après, qu'est-ce que j'en fais? Quand je vis une grosse émotion, est-ce que je suis en mesure de faire preuve d'autocontrôle? Est-ce que je suis en mesure de le réguler efficacement? Ça, c'est la deuxième composante par rapport à soi. Puis ensuite, tout ça va venir teinter, bien sûr, nos relations avec les autres. Donc, la troisième composante de Goleman, qui est la conscience sociale, en d'autres mots, l'empathie. Donc, à quel point je suis en mesure de me mettre dans les souliers de l'autre et de comprendre que oui, moi, j'ai mes propres émotions dans une relation, mais il y a aussi celle de l'autre à considérer là-dedans. Et tout ça, ultimement, va teinter comment je gère mes relations, ce qui est la dernière composante. Donc, la gestion des relations, la gestion des conflits, ce qui est un peu, c'est la dernière chose à atteindre parce que, dans le fond, tout le reste va venir influencer ça. Si je me connais pas bien, si je fais pas preuve d'autocontrôle, si je suis pas empathique, bien évidemment qu'il va y avoir des impacts notables sur mes relations qui vont peut-être être plus difficiles, moins épanouissantes, teintées de plus de conflits, par exemple. Donc, bien sûr que tout ça s'applique, comme j'ai dit, au monde du travail, mais ça applique énormément à nos relations de couple, nos relations intimes aussi. D'où ma présence avec toi. Ouais. Oui, Puis ça est-ce que c'est s'applique quelque dans toutes les sphères. ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qui se mesure, tu sais, parce que justement l'intelligence, ben, on va la mesurer un peu par le QI, mais ça, est-ce que on peut le mesurer un peu, tu sais, dans ces différentes sphères-là ou de façon générale? Oui, ça se mesure. Donc, en fait, il existe différentes échelles, là, des tests psychométriques qui ont été développés par différentes personnes et validés empiriquement aussi. Donc, il y en a qui sont basés sur le modèle de Goleman, il y en a qui sont basés sur d'autres modèles avec quelques nuances. Si les gens veulent juste googler là, par curiosité, là, tu sais. Donc, échelle d'intelligence émotionnelle, tu sais, test standardisé intelligence émotionnelle, tu sais, vous pouvez en trouver plein sur Google. Évidemment, c'est moins coupé au couteau que le quotient intellectuel, là. Donc, quand on est dans l'univers des émotions, il y a toujours plus de nuances de gris, là, on va dire ça comme ça, là. Donc, c'est pas blanc ou noir. Et moi, j'aime vraiment dire, en fait, que personne ne pourrait prétendre avoir atteint le seuil maximal d'intelligence émotionnelle, Personne peut dire « Ah, moi, ça y est, je l'ai l'affaire, je suis 100% en intelligence émotionnelle. » Donc, les échelles viennent pas nous situer pour nous faire sentir mal ou nous dire, tu sais, dans le fond, je suis vraiment pas bon ou je suis vraiment bon, j'ai plus rien à faire. Les échelles viennent peut-être nous pointer sur quelles composantes, sur quels aspects j'aurais intérêt peut-être à cheminer, à travailler, là. Mais c'est finalement, je le vois aussi, tu sais, remplir ces échelles-là, c'est un peu faire un exercice d'introspection, finalement. Ouais. Et améliorer sa conscience de soi. Donc, qui est le premier. Ouais. Puis ça s'évalue.
Mmh. OK. Mais rappelons aussi que c'est pas un diagnostic, donc voilà, là, il y a rien de pathologique ou de «ça y est, je l'ai, c'est fait», là, comme je disais. Mmh. Fait que est-ce que c'est quelque chose que justement ben, toi, j'imagine que tu vas travailler un petit peu, par exemple, avec certaines personnes. Est-ce que tu sais, de quelle façon vous allez, travailler ça, par exemple, tu sais, dans des consultations ou autres? Mmh. Ben, moi, dans mes consultations, c'est sûr, ça va dépendre du motif, de référence, ça va Mmh mh. dépendre du besoin de la personne. Tu sais, souvent, les gens vont arriver puis vont dire, mettons, ben, moi, j'ai de la misère avec, la gestion de ma colère ou moi, j'ai de la misère Mmh. avec la gestion de mon anxiété ou, ben, on dirait que je suis tout le temps en conflit, je sais pas quoi faire avec ça ou je sais pas comment m'affirmer, tu sais. Donc ça va toujours dépendre, mais mettons ces 4 exemples-là que je viens de nommer, ben, évidemment, ça va venir toucher des aspects de l'intelligence émotionnelle. Comment qu'on le travaille, il peut y avoir, toutes sortes de variantes, là. Mais, déjà quand on fait un travail de fond sur comprendre nos émotions et leur rôle, moi, c'est souvent aussi le 1er angle que je vais utiliser, là. Donc, ben, tu ressens beaucoup de colère, par exemple, mais c'est quoi la colère, tu sais? Puis, Mmh. qu'est-ce qu'elle vient dire comme message et en quoi elle peut, être importante et pertinente dans ta vie? Puis après, une fois que je sais ça, que je comprends ça, ben, quand elle se présente, qu'est-ce que je fais? Mmh. Mais, voilà, Est-ce qu'il y a rapidement. certaines ouais, est-ce qu'il y a certaines mauvaises conceptions par rapport aux émotions qui reviennent souvent? Tu as l'impression qu'ils reviennent un peu plus? Ben, je pense qu'il y a énormément de mythes qui circulent encore, de Mmh. fausses croyances par rapport aux émotions dans notre société, hein. On dirait qu'on aime être, l'humain, on aimerait être un être de raison, je vais le dire comme ça. On voudrait donc que tout se passe, de ce côté-là. Parfois, moi, je l'entends encore beaucoup là, des phrases comme, «Ce serait tellement plus facile si je vivais pas d'émotions». La vision aussi que nos émotions sont soit positives, comme la joie, ou Mmh. négatives, ça, c'est encore très répandu. En fait, c'est agréable ou désagréable, ce qu'on dit dans la science, hein. Donc juste de recadrer ça, je trouve que c'est important, c'est intéressant parce que ça nous écarte, là, justement, de l'idée selon laquelle nos émotions comme colère, tristesse, peur, Mmh. anxiété, ben, finalement, c'est quelque chose qui est négatif, on ne veut pas dans notre vie, hein. On veut le tasser le plus vite possible, on veut l'éviter. Alors que quelque chose qu'on reconnaît comme, OK, ça peut être difficile, ça peut être dur à tolérer, désagréable, mais il y a une utilité, il y a une fonction, ben là, c'est différent, là, dans l'angle, que ça va Mmh. nous donner. Ça nous donne Ouais. plus envie un petit peu, là, d'apprendre à les accueillir puis Mmh. à les réguler, je trouve, là. Ouais. Il y a Ben, tout c'est vrai ça que à c'est vraiment défaire, quelque puis chose rien qui revient d'autre. souvent, c'est ouais, la façon dont on va comme les classer là, comme, les bonnes et mauvaises, puis c'est sûr que c'est ça, ça fait en sorte que, ben, on va vouloir déjà éviter les émotions négatives là, si on peut dire là. Fait que je pense que Tu tout sais, moi, ça, ça ramène au fait que peu importe c'est quoi l'émotion, il y a comme une utilité en arrière de ça, tu sais? Je pense que souvent c'est ça qu'on oublie là, puis qu'on essaie juste de les éviter, mais en oubliant que, ben, si on ressent cette émotion-là, c'est pour une raison au final, puis c'est pas juste pour nous faire souffrir là. exactement, tu sais, chaque émotion a une fonction adaptative spécifique, en fait. Donc ça, c'est une phrase que moi, je trouve très importante. À la base, les émotions sont là pour faciliter notre survie. Notre Mmh. survie, ensuite notre adaptation, notre équilibre, nos relations avec les autres. Mais oui, elles sont loin d'être inutiles. Si on n'avait plus d'émotions, on serait un peu, sans boussole, là. On saurait Mmh plus mh. finalement, comment réagir, vers où aller. Voilà, j'aime dire aussi que nos émotions, des fois, nous pointent vers une direction, tu sais? Donc, la colère qui est, par exemple, un mouvement de recul, finalement, j'étudie la colère, la peur qui est un mouvement de recul, Ouais. la colère qui est un mouvement de repousser quelque chose, la Mmh. tristesse qui est comme un mouvement plus par en bas, de prendre un pas de recul, prendre du temps pour soi, pour mieux accepter quelque chose, tu sais? Donc voilà, ça sert un peu comme, Mmh. des guides, une boussole. Ouais. C'est important. Puis est-ce que pour la honte, tu sais, c'est une qui revient souvent en lien avec la sexualité, par exemple, ou en lien avec différentes choses qu'on va voir, tu sais, est-ce qu'il y aurait une direction que tu as l'impression que ça guide plus? On dirait que c'est celle, j'ai l'impression qui est peut-être comme moins, une qui serait moins connue, compris peut-être un peu? Mmh. Ta question est vraiment intéressante. Puis tu sais, quand on parle d'émotions, c'est ça, c'est quand même un sujet complexe. Donc, déjà, tu sais, je t'ai parlé d'émotions. Ce que je nommais, c'est les émotions de base. En fait, il y en a Mmh mh. 6: colère, peur, tristesse, joie, surprise et dégoût. Donc Mmh. la honte n'en fait pas partie. La honte est considérée comme un sentiment dans la littérature.
C'est quoi la nuance rapidement? C'est que les sentiments sont fortement reliés à nos pensées. C'est plus complexe, plus teinté de notre personnalité, nos expériences, notre tempérament aussi, plein de choses, notre culture. Mhm. Euh, donc déjà, on voit que c'est un niveau de plus, là. Donc la honte n'est pas nécessairement associée à un mouvement Ok. spécifique, là, contrairement aux émotions de base qu'on est capable Ouais. de dire oui. La honte, si on en ressent beaucoup, va venir, je pense, amener d'autres réflexions, là. Mais ça devient important aussi de comprendre c'est quoi ce sentiment-là et qu'est-ce que je peux faire lorsque je me trouve pris dans, Mhm. couramment ou intensément là-dedans. Mais je sais pas si tu veux que je te définisse rapidement la honte. C'est quoi? Ben, On va ailleurs. Mais ouais. Ben, non, je pense que c'est correct. Non, mais c'est vrai que c'est ça important pourrait de être le savoir un sujet peu. d'un Ouais, autre c'est ça. ça pourrait être le sujet d'une autre heure On de risque de dévier un petit peu, mais c'est vrai que ça serait intéressant de prendre le temps aussi de comme tout bien les définir, comprendre, parce qu'il y en a qui reviennent un petit peu plus, c'est sûr, en termes de sexualité. Puis tu sais, je pense à la honte, mais à la culpabilité aussi, ben, dans les relations en général, mais qui serait aussi un sentiment de ce que je comprends. exact. Mais la distinction entre sentiment et émotion, je pense que c'est ça, elle n'est pas toujours clair puis compris non plus. Absolument pas. Mm. Je pense que tout le monde est très mêlé et que les termes sont Ouais. extrêmement souvent interchangés, là, pas toujours de la bonne manière. Ouais. Fait que si tu pouvais faire résumer, disons, la principale différence entre émotion et sentiment, ça serait que les sentiments, c'est plus lié à des pensées. Ouais, donc en fait, une émotion, hein, celle que j'ai nommée, c'est quelque chose de très bref, automatique, qui amène une cascade de symptômes physiologiques, notamment qui va avoir un impact souvent sur nos expressions faciales. Mhm. Et comment on a défini ces six-là dans la littérature, c'est parce que universellement, hein, on était capable de les reconnaître, peu importe la culture, le genre, où est-ce qu'on se situe dans le monde. Donc ça, c'est OK. intéressant aussi à savoir. Mhm. L'émotion durerait environ 90 secondes, le maximum. Donc bref, OK. là, c'est comme une vague floue, puis ça atteint une intensité, ça passe. Si ça Mhm. perdure plus longtemps, souvent, c'est que là, on va avoir des pensées qui vont l'alimenter. Alors que le sentiment, comment il se déclenche, c'est intimement relié de base à nos pensées, finalement, et beaucoup plus complexe dans, finalement, comment ça se déclenche. OK. Ça peut être moins bref aussi. Mhm. Voilà, rapidement. Ouais. Puis c'est intéressant aussi que tu sais, le stress, l'anxiété, ça fait pas partie non plus des Ce émotions sont que les tu as nommées. sentiments. C'était plus comme Mhm. la peur. Mhm. Puis ça aussi, souvent, c'est très interchangé, mélangé, ces termes-là, hein, peur, stress, anxiété, mais ce n'est Mhm. pas la même chose, non, en effet. Ouais. Donc, puis tu sais, dans le fond, les émotions, il n'y a aucun moyen d'éviter leur apparition, là, puis c'est vraiment, comme je disais, avec une idée de survie, là, donc ma peur va être Mhm. déclenchée si je rencontre un ours en forêt, tu sais, là, je vais avoir peur, puis là, je vais avoir Mhm. un mouvement de combat, fuite ou gel. Tu sais, l'anxiété, c'est autre chose. L'anxiété, souvent, on va utiliser le mot peur pour dire je suis anxieux, j'ai peur que quelque chose arrive, mais en Mhm. fait, c'est un état d'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver. Donc, je peux être anxieux que si je m'en vais dans la forêt tout seul, peut-être que je vais rencontrer un ours. Tu sais, donc, ça va être différent. Ouais. Puis quand on parle d'intelligence émotionnelle, est-ce qu'on va inclure un petit peu là-dedans toute la gestion de ces différents sentiments-là ou on va s'en tenir vraiment plus aux émotions de base? Ou est-ce qu'en général, j'imagine que ça doit être un petit peu lié, qu'on apprend à bien gérer nos émotions, on apprend aussi à gérer Ouais, nos je dirais qu'on sentiments, inclut tout mais ça, là. Ouais. OK. Oui, parce que dans le fond, tu sais, pour être en mesure de faire preuve d'un bon autocontrôle, d'une bonne maîtrise de soi, ben, il faut être en mesure de réguler toutes nos Mmh expériences émotionnelles. mh. Idéalement, mais c'est Ouais. ça, on est tous imparfaits, hein? Mmh On est tous imparfaits, puis c'est pas parce que j'étudie ça puis que je suis psychoéducatrice que je prétends avoir la baguette magique tout le temps pour réagir de la meilleure manière possible. Puis Mm. tu disais, tu sais, on peut pas vraiment les éviter, mais qu'est-ce qui arrive si on est généralement ou souvent dans l'évitement de si on essaye, tu sais, de les refouler ou de les, les éviter? Parce qu'il y a une super bonne métaphore là, dans les films, Inside Out, c'est ça, hein? Oui, c'est en dessous-dessous en français. Oui, Mhm. ouais, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait une vraiment belle métaphore quand, ils disent: «Ah, nous sommes les émotions refoulées», puis là, puis là, l'anxiété débarque. Mais, fait que, ouais, ça serait quoi, mettons, qui arrive quand on évite tout de vivre nos émotions, puis Mhm. Puis oui, c'est tellement un beau film en passant, parenthèse. Je trouve que c'est une belle manière d'ouvrir la discussion, je trouve, avec les enfants. mmh mh. Ben, qu'est-ce qui arrive? En fait, tu sais,
il y a une phrase, il me semble, qui dit, tu sais, ce que l'on réprime ne se supprime pas, ça s'imprime autrement, quelque chose comme ça, là. Donc, je trouve que ça donne le ton pour répondre à ta question, là, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on l'évite ou le nie ou le refoule ou a l'impression, finalement, de le mettre de côté pour un moment que ça va toujours être le cas, tu sais. En fait, c'est que généralement, c'est ça va se manifester autrement. Moi, j'aime bien l'image. Une émotion, c'est comme, j'ai dit, c'était comme une boussole, mais c'est aussi comme un messager. Donc, elle a un message à transmettre. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. Donc, c'est un peu comme si c'est un messager qui arrive à ta porte, puis qui toque, tu sais, qui cogne à la porte pour dire « Hey, hey, tu sais, je suis là, je suis la colère, tu sais, et mon message pour toi, c'est telle chose. » Mais nous, si on refuse de lui ouvrir, qu'on laisse la porte fermée, qu'est-ce qu'un messager ferait s'il veut vraiment délivrer son message? Parce qu'il est important, tu sais, pour ton adaptation, il va cogner plus fort. Puis là, s'il cogne plus fort, puis que là, t'ouvres encore pas, puis là, il cogne, mais à un moment donné, il va peut-être avoir envie, le messager, d'exploser ta porte. Et c'est là que tu peux avoir une explosion de colère, une sortie soudaine d'émotion pour un déclencheur, des fois très minime. Tu sais, quand ça arrive, finalement, c'est probablement parce que la personne, elle avait accumulé, elle avait pas écouté son émotion lorsqu'elle se présentait la première fois et peut-être les 150 fois d'après. Donc, c'est une des conséquences potentielles. Parfois, ça peut sortir en symptômes physiques aussi, tu sais, sans cause apparente, et ça peut créer toutes sortes de problèmes de santé physique également. On oublie, je pense aussi des fois les les impacts que ça peut avoir aussi, puis comment c'est lié à la santé, pas juste la santé mentale, la santé physique aussi. Ben exact, parce que le stress, notamment, hein, si quelqu'un qui vit dans un état de stress chronique, par exemple, ça va vraiment avoir des impacts biologiques là, qui sont très bien documentés, là, notamment un ralentissement de la digestion. Donc après ça, tous les maux gastriques peuvent venir embarquer aussi là, si on a plein d'émotions qu'on a gardées en dedans, finalement. Et j'aime bien dire qu'une émotion, c'est un peu une charge qui nous traverse le corps. Et de là, l'importance de décharger. Et si on ne décharge pas, ben c'est ça reste pris à quelque part en dedans. Ouais, fait que ça va pas juste disparaître parce qu'on l'ignore. Non, bref, ça ne fait pas que disparaître. Ce serait des fois, on aimerait le croire, mais ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Mais ceci étant dit, des fois, les gens peuvent très bien vivre en ayant l'impression de refouler pendant longtemps, tu sais, sans avoir de conséquences immédiates. Ça veut pas dire qu'il y en aura pas non plus à long terme. Puis, en lien avec la gestion justement de ces émotions-là, est-ce que est-ce qu'il existe un peu des stratégies, par exemple, de gestion émotionnelle qui vont être un peu plus, tu sais, universelles, qui vont fonctionner de façon générale, ou est-ce que ça va être vraiment dépendamment de chaque personne, puis des besoins même dans le moment, tu sais, de chaque personne? Mmh Ben, en fait, il y a 2 choses, hein, quand on parle, je pense, de gestion des émotions. Il y a tout comment je pourrais dire? Il y a le travail de fond qu'on peut faire sur justement comprendre c'est quoi une émotion, c'est quoi leur message, en quoi elles sont utiles, pour nous aider lorsqu'on vivra des émotions intenses à mieux y réagir. Puis ensuite, il y a justement, lorsque je vis une grosse émotion, là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, pour répondre à ta question, je vais y aller plus avec le deuxième niveau. Là. Donc, quelqu'un qui vivrait une émotion intense, là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, y a-t-il une recette miracle? Y a-t-il une formule miracle? Tout le monde aimerait ça, hein? On aimerait ça avoir toutes les astuces magiques. Moi, j'avais une baguette magique à donner à tout le monde. Non, mais là, j'aurais plus de job. Bref, en fait, là, c'est, recommençons par la base. L'essentiel, lorsqu'on vit une émotion, rappelons-nous que, justement, c'est quelque chose à tolérer, qu'à un moment donné, l'intensité va atteindre son maximum et va redescendre. Donc, On le la définit première on le étape... décrit souvent comme une vague un petit peu aussi, j'ai souvent entendu la métaphore, Oui, exact, c'est une bonne image, là. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à tolérer la vague, finalement, tu sais, puis juste de se connecter à nos ressentis, à nos symptômes physiques, de les laisser exister, de se laisser être dans ce moment-là, de respirer, de pas agir sur le coup de l'émotion, tu sais, justement en lien avec nos relations, hein, pour pas regretter quelque chose ou dire quelque chose qui pourrait être blessant. Juste d'attendre, de se connecter à ce qu'on ressent et ensuite, c'est la première étape.
qui est comme ressentir finalement. Mhm. Les enfants le font très bien, hein, d'ailleurs. Les enfants sont là-dedans, le ressenti facilement. Et ensuite, d'essayer de mettre un mot. Donc, identifier qu'est-ce que je ressens exactement. C'est là que le travail qu'on a fait auparavant peut être payant aussi, là, parce que si on augmente son vocabulaire émotionnel, ça va devenir plus facile. Mais les recherches aussi démontrent que juste le fait de mettre un mot, d'identifier j'ai peur, ou je suis anxieuse, ou je vis de la culpabilité, je ressens de la honte, bien juste ça, ça va diminuer l'intensité de l'émotion. Parce que quand on fait ça, en fait, c'est qu'on fait appel à notre cerveau plus rationnel. Donc, on apaise le cerveau émotionnel qui est comme en mode Ah, alarme, alarme, je dois faire quelque chose. Tu sais. On vient lui dire c'est correct, tu sais, ta survie n'est pas en danger parce que j'ai le temps de mettre un mot finalement sur ce que Je fais je ressens. qu'on vient aussi de valider un petit peu, valider ce qu'on vit. Exact. Puis ça, on n'a même pas besoin de le nommer. Là. On parle pas de nommer, on parle juste Mhm. d'identifier pour soi-même. Tu sais, je me Ouais. sens en colère. Ou je me sens coupable. Peu importe ce Mhm. que c'est. Ouais. Puis ensuite, la troisième étape d'un processus sain, là, qui est selon la théorie de Pascal Brion, là, qui est une chercheuse au Québec. Donc, ressentir, identifier. La troisième, ça serait accueillir, accepter. Tu sais. Donc, une fois que j'ai Mhm. identifié c'est quoi, ben idéalement, j'accepte et j'essaie de comprendre le message. Puis la dernière étape qui est finalement d'exprimer, que ce soit d'exprimer par le corps, donc décharger l'émotion, Mhm. ou exprimer par les mots, donc nommer l'émotion à ce niveau-là. Mhm. Mais souvent, on voudrait être capable de nommer tout de suite, en oubliant ou en sachant pas finalement que c'est la dernière étape et c'est pas non plus le plus essentiel, Mhm. d'être capable de nommer à quelqu'un avec des mots ce qu'on ressent. Le plus Parce que important, souvent, c'est c'est ça qui revient beaucoup, je pense, dans les conflits de couple, puis dans la façon dont les gens vont le gérer dans certaines situations, c'est mais j'ai besoin de le nommer, j'ai besoin de l'exprimer maintenant. Tu sais. C'est ça que je vais entendre Mhm, souvent ou qui va sortir. Là. mhm, Mais dans le mhm. fond, ce que t'expliques, c'est ça, c'est que c'est la dernière étape. Fait que de pas l'exprimer maintenant, c'est pas de refouler, dans le fond, ou d'ignorer, c'est juste de faire le processus au complet, puis de prendre, tu sais, prendre le temps, dans le fond, de le faire avant de. Ouais, ben en fait, je sais pas pour toi, Emmanuel, si t'as déjà essayé d'exprimer paisiblement, calmement une émotion lorsque t'es dans le pic de la vague, mais pour moi, en général, ça se passe pas bien quand j'essaie de faire ça. Je recommande pas à personne de tenter d'exprimer ce qu'il vit lorsqu'il se sent dans l'intensité, tu sais, Mmh. parce que souvent ça va sortir tout croche, là. Encore là, parce que notre côté cerveau émotionnel prend le dessus sur la raison, là. Donc, on a beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, c'est pas là, un contexte favorable pour faire Ouais. passer son message. Donc, non, c'est ça. Prenons le temps de le vivre, de tolérer, de vivre sa vague, d'accueillir, de Mmh. comprendre le message, d'identifier exactement c'est quoi. Puis après, quand on aura un pas de recul, quand on aura régulé tout ça, on sera en mesure de beaucoup mieux le communiquer à quelqu'un d'autre, là. Mmh. Puis, est-ce que t'as des conseils, par exemple, justement, pour une personne qui a l'impression, tu sais, qui sent le besoin de l'extérioriser un petit peu, ou tu sais, moi, ça, souvent, je vais essayer de trouver la personne à aider la personne à trouver d'autres façons, par exemple, tu sais, d'extérioriser ça, que ça soit des fois de l'écrire, de bouger, tu sais, de le sortir un petit peu de son système, mais sans déverser nécessairement comme sur l'autre personne, par exemple. Oui, ben là, on tombe un peu dans les stratégies de coping, là, les stratégies Mhm. d'adaptation dans ce temps-là. Puis, tu sais, il y a autant de bonnes réponses qui existent de personnes différentes, là, je dirais. Là. Donc, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, d'avoir cette Mhm. réflexion-là, hein, d'augmenter peut-être tu sais, la conscience de soi C'est là-dessus ça, pour c'est ça. revenir à notre petit concept du Ouais. début. Ouais, on fait du pouce, on fait des liens. Mais moi, j'aime bien dire, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'extérioriser davantage en criant. D'autres, ça va être en allant frapper sur un punching bag. D'autres, Mhm. ça va être en utilisant le mouvement, comme faire du yoga ou danser. D'autres, ça va être par l'écriture, par la créativité. Donc, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que c'est Mhm. d'apprendre à se connaître, à se découvrir à cet Ouais. effet-là. Mais tout ce qui Puis, peut nous j'aime, aider à ouais. décharger. Mais j'aime Mm. ça que tu le nommes le fait justement de crier ou même de frapper. Tu sais, souvent, on a l'impression qu'on associe ça à quelque chose qui est inadéquat ou même qui est tu sais, enfantin à la limite, là, comme de dire ben, je suis une adulte, je devrais pas avoir besoin. Mais tu sais, on parle pas de crier sur des gens ou de frapper sur une personne, mais tu sais, je pense qu'il y a des façons saines de rediriger justement ça, puis tu sais, d'exprimer un petit peu la colère, mais juste en criant seul dans sa voiture ou comme quand personne nous entend ou dans un oreiller ou de frapper dans un coussin ou tu sais, sans.
Exactement, exactement. Puis moi, je l'ai fait nombre de fois, crier dans ma voiture toute seule, ça m'apporte un grand bien. Je pense que je tombe dans ce profil qui est d'utiliser ma voix. Tu sais, chanter Mhm. aussi m'apaise beaucoup, dépendamment de Ouais. l'émotion. Mais en effet, tu sais, crier, c'est pas crier sur l'autre dans le pic de l'émotion. Crier, c'est d'aller finalement justement décharger par la Mhm. voix, par le corps, une énergie qui est prise à l'intérieur, une émotion qui est prise à l'intérieur. Il y a des contextes où c'est tout à fait acceptable de le faire. Mais là, c'est Ouais. ça, c'est que des fois, on a à déconstruire notre propre socialisation Mhm. par rapport à ça, tu sais, parce Ouais. que on est probablement nombreux à s'être fait dire que c'est pas bon de crier, tu sais. Et Mhm. à pas s'être fait montrer non plus de l'autre côté, là, différentes stratégies pour réguler nos émotions. Mhm. Puis, ben, on rentrera pas nécessairement là-dedans en détail, mais il doit clairement avoir des différences. Oui, il y a clairement des différences dans la façon dont les femmes sont socialisées versus les hommes, ben, plus même garçons, parce que ça commence vraiment euh, dès l'enfance, là, mais puis je pense à la colère, entre autres, justement, là, parce que je pense que peut-être pour les femmes, c'est encore plus difficile parfois parce que ça a été montré comme quelque chose de mal. Tu sais, une femme devrait pas être en colère, devrait être douce. C'est- Absolument, tu sais, puis c'était d'ailleurs le sujet d'un autre podcast sur lequel j'ai participé, mais oui, tu sais, ça existe encore vraiment, tu sais, notre socialisation est encore genrée pour beaucoup, puis notre lien avec nos émotions va en être teinté, là, évidemment. Mhm, Donc, moi, j'essaie aussi de déconstruire ces mythes-là, ces croyances-là que finalement, les gars, les hommes, faut pas que ça pleure, tu sais, faut être fort, faut garder ça à mhm, l'intérieur. Comme si finalement ne ouais. pas démontrer sa tristesse, c'était une force. Moi, je trouve que d'accepter, d'assumer sa vulnérabilité, à l'inverse, c'est ça le courage, tu sais, c'est ça la Mhm, force. Il y a encore beaucoup à déconstruire. Puis oui, pour les femmes, tu le nommais bien, là, la colère souvent est moins acceptée, vue comme moins acceptable, hein, parce que ça cadre moins dans un peu le rôle traditionnel de la femme gentille, à mhm, l'écoute, conciliante, docile, tout ça. Tu sais. ouais. C'est Puis comme tu c'est l'expliquais, si on fait juste ignorer ou la foulée, ça va juste se présenter d'une autre façon ou plus intense. Fait que d'un côté, que ça soit la tristesse pour les hommes, la colère pour les femmes, peu importe quelle émotion, dans le fond, c'est juste des émotions qui sont inévitables puis normales. Exact. Puis si on s'autorise pas, disons, certaines émotions, souvent elles vont se manifester via d'autres émotions, tu sais, mais Mhm, qui vont avoir, qui vont en avoir, c'est ça, tu sais. Donc, par rapport à la colère et la tristesse, souvent les deux sont reliés. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'autoriserait pas sa tristesse, ben, il peut vivre plus de colère, mhm, finalement. Mais sous celle-ci, il va peut-être se cacher énormément de tristesse et de sentiments vulnérables, mais qui sont mis de côté, tu sais. ouais. Et vice-versa, tu sais. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de jaser avec une élève quand j'étais en scolaire, puis que finalement, tu sais, elle vivait une situation que pour moi, c'était une grande injustice, tu sais, puis qu'elle aurait dû être très, très fâchée, mais tu sais, que finalement, sa réaction, c'était pleurer, tu sais, parce que pour elle, la colère, c'était pas acceptable. Mhm, ouais. Donc, c'est Ah, c'est tellement ouais. intéressant, c'est tellement Ouais. complexe, tout ça, mais Ouais. il y a énormément de nuances. Mhm, Et c'est ça. Donc, souvent, on va vivre plus d'une émotion à la fois aussi. Tu sais. mhm, On peut avoir ouais. beaucoup de sentiments mélangés. Mmh. Mm. Mmh. Ouais. Puis j'avais reçu quelques questions, fait que je veux pas je veux qu'on s'assure d'avoir le temps d'y répondre un petit peu en lien justement avec, tu sais, les impacts de la gestion en couple. Puis une chose qui était revenue, c'était, hem, quoi faire si notre partenaire est indisponible émotionnellement? Fait que je pense que comme les 3 questions que j'avais reçues étaient pas mal toutes un petit peu liées, là, fait que je pense qu'on va pouvoir, Mhm. comme y répondre un petit peu tout en même temps, là, ou, comment aider quelqu'un qui est fermé, qui a de la difficulté à parler de ses émotions. Dans le fond, je pense que les 2 sont comme un petit peu, liés, là. Mhm. Mhm. C'est tellement des bonnes questions, puis on dirait que je ressens d'entrée de jeu beaucoup de compassion pour la personne qui nomme ça, qui pose cette question-là, parce que je me dis, ah, ça, c'est pas facile, ressentir ça, finalement, que son partenaire est indisponible Mmh émotionnellement. mh. Mais pour y répondre, tu sais, on dirait que j'aurais, tu sais, si la personne était devant moi, j'aurais envie de questionner, tu sais, mais qu'est-ce qu'on veut dire par indisponible Mmh. émotionnellement exactement, en fait, tu sais, donc, Parce que c'est quelque chose qui revient souvent aussi, je pense, dans le dating, là, entre autres, là, tu sais, de dire: «Ben, moi, je date juste des personnes qui sont, indisponibles, émotionnellement», ou ça va être une excuse facile à dire à quelqu'un quand finalement on n'est pas intéressé, tu sais: «Ben, je suis pas disponible émotionnellement en ce moment». Fait que je pense que ça a été un peu surutilisé peut-être dans certains contextes, là, comme excuse, là.
Ouais, exact. Ben, en fait, c'est utilisé dans le langage commun, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je Mhm. pense que ça peut baser une tonne de choses, en Ouais. fait. Donc, tu sais, la question devient plus où est le bobo à ce moment-là, où est le blocage d'abord, tu sais. Donc, on a parlé des différentes composantes. Il est où le blocage? Est-tu au niveau de, ben, indisponible émotionnellement? C'est-tu, dans le fond, que la personne, elle veut juste pas être en couple, tu sais, elle est juste pas prête à de Mhm. l'engagement? C'est-tu que la personne elle a des difficultés à gérer ses émotions? T'sais, bon, dépendamment, hein, clairement que ça va Mhm. teinter comment qu'on peut y réagir. Mais on dirait qu'ultimement, j'ai juste envie de dire que malheureusement, si on se trouve devant quelqu'un qui n'a pas envie d'embarquer dans le même cheminement que nous ou dans notre une aventure amoureuse qui a pas l'air prêt, ben hein, on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Donc des fois il y a des deuils à faire par rapport à ça, tu sais, puis que là ça Mhm. demande de se connecter en fait à nos propres émotions en lien avec cette situation-là. Tu sais, comment je me sens moi là-dedans face à cette personne-là que je ressens Mhm. pas disponible comme je le souhaiterais, tu sais. Est-ce que je me sens triste, tu sais, justement? Puis la tristesse, à ce moment-là, va venir nous indiquer que j'ai peut-être quelque chose à accepter, j'ai peut-être un deuil à Mhm. faire, j'ai à m'adapter à ça, de venir travailler là-dessus aussi. Puis si, disons, la personne est minimalement disponible quand même à cheminer avec nous, ben comment je peux communiquer à cette personne-là mes besoins à moi, mes émotions, tu sais, mais d'une façon aussi qui va être saine puis qui va pas être dommageable pour la relation. Mhm. Une belle Fait et que c'est large c'est de question. ramener par rapport à ça, en fait, puis pas tant par rapport à l'autre, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'autre personne exprime ses émotions tant que ça. C'est de revenir un petit peu à qu'est-ce que nous, on peut contrôler, puis à comment on se sent dans la situation. C'est ce que je comprends. Exact, je pense que tu l'as bien reformulé. Puis tu sais, souvent on va vivre des frustrations, des insatisfactions comme personne dans nos relations quand on aimerait donc, tu sais, que la personne devant nous, que notre chum, que notre blonde, peu importe, tu sais, réalise qu'il y aurait intérêt à travailler sur certains aspects, tu sais. Mais c'est vrai que c'est de Mhm. se ramener à on n'a pas le contrôle sur les réactions, les choix de l'autre, comment il vit ses émotions, etc. Sa disponibilité à notre relation. On a seulement le contrôle sur nos attitudes à nous, comment nous on le vit, est-ce que nous on décide de le communiquer et comment. Mhm. Oui. Et ultimement, il est là notre pouvoir d'influence. Hein? Donc, c'est pas d'essayer de tordre un bras à la personne pour qu'elle avance dans la même direction que nous, mais c'est de voir comment moi je Mhm. peux m'adapter à ça. Ouais. Puis il y a quand même des contextes ou certaines choses qui peuvent aider à ce que ben, en fait, certaines choses qui peuvent aider à ce que ça à créer un contexte un peu plus favorable aussi pour que l'autre personne ait la place, tu sais, ou l'espace ou l'aisance pour exprimer ses émotions dans le cadre d'une relation, j'imagine, de créer un peu un contexte qui va être comme plus sécurisant ou d'ouverture ou Assurément, tu sais. Ben, d'abord, on dirait que c'est de donner à l'autre la permission d'être, hein, c'est une grande phrase, là, mmh mais d'être dans tous ses états. Tu sais, finalement, d'être peut-être moins disponible que soi à s'engager tout de suite, tu sais, si on est capable. Si on n'est pas capable, c'est que peut-être cette relation-là est pas là, elle est pas pour nous, tu sais. mh. De lui donner la permission de ressentir tout ce qu'il peut ressentir, comme on devrait se la donner à nous-mêmes, tu sais. Puis bon, quand on parle de contexte aussi, des fois c'est d'y aller avec l'exemple aussi, tu sais. Puis soi-même en communiquant nos émotions, en assumant tout ce qu'on vit, ben automatiquement ça peut donner la permission aussi à l'autre de faire pareil. Mais Mmh. encore là, il y a pas de je pense qu'il y a pas de truc magique là, mais c'est ça, c'est de créer Mmh. des conditions favorables finalement à l'authenticité, j'ai envie de dire. Ouais. Puis justement de quand dans les occasions, par exemple, où que ça arrive, même si on a l'impression que peut-être ça arrive pas assez souvent, de coup que l'autre personne souffre sur ses émotions, d'accueillir puis de valider ça aussi, j'imagine, tu sais, que la personne est sente c'est ça qui va faire en sorte que la personne sente qu'elle a l'espace pour, en fait. Exact. Puis, tu sais, je le sais, je suis en couple moi-même depuis 10 ans. Je sais à quel point ça peut constituer un défi, là, surtout quand on est chacun dans nos émotions, là. C'est loin d'être toujours Mmh facile d'accueillir l'autre, surtout, je sais pas, lorsque le ton monte, lorsqu'on a un différent d'opinion, ça devient difficile pour vrai, mais au moins Mmh de partir avec, oui, cette intention consciente-là, d'être là pour l'autre aussi quand il vit des émotions en lien avec notre relation.
Puis des fois, moi, c'est d'essayer finalement, en tout cas, un des trucs que moi j'applique à moi-même quand on est dans une situation tendue, des fois d'essayer de prendre un pas de recul sur le coup, là, puis de se dire justement, là, si c'était pas moi qui le vivais, tu comprends? Si c'était une caméra externe qui était en train de capter là, Ouais. la scène dans laquelle on se trouve, là, mais qu'est-ce que la caméra ou l'intelligence artificielle, je sais pas, percevrait finalement de ce que l'autre est en train de vivre? C'est que des fois, ça, moi, ça m'aide. Donc, ça me donne un petit break de mes propres émotions. Puis ça me permet de voir, OK, mais clairement, tu sais, mon partenaire en ce moment, tu sais, a l'air très frustré de la situation ou a l'air, je sais pas, indifférent, choqué, peiné, peu importe, tu sais. Puis d'arriver des fois à juste refléter ça, justement. Je pense que c'est quelque chose qui va être très payant dans la relation parce qu'automatiquement, si on reflète comme il faut, ben l'autre personne va se sentir entendue, compris, accueillie. Mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que, tu sais, souvent, on va en parler par rapport à soi, là, tu sais, avec certaines émotions, sentiments, peu importe, de qu'est-ce qu'on dirait ou, tu sais, comment qu'on le percevrait si c'était une autre personne. Mais c'est vrai aussi que de le faire par rapport à notre partenaire, tu sais, quand la personne vit certaines choses, des fois, je pense que quand ça vient chercher nos propres blessures aussi ou que ça vient amener certaines émotions, c'est peut-être plus difficile d'être empathique envers l'autre personne, si on devient un petit peu plus centré sur justement comment nous on le vit puis comment ça nous affecte. Fait que c'est vraiment un bon truc, je pense, de imaginer la situation si c'était un bon couple d'amis, par exemple, qui le vivait ou autre, tu sais, comment qu'on le percevrait avec ce recul-là. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, Emmanuel, que bien franchement, je dis ça, mais je suis pas toujours, voire rarement en mesure moi-même de l'appliquer sur le coup d'un conflit. Donc en fait, c'est souvent quelque chose que j'essaie de faire par après. Et ma stratégie principale et gagnante, moi, sur le coup, quand je suis dans une blessure, là, où je vis une émotion forte, finalement, c'est simplement maintenant de communiquer à l'autre. Tu sais, là, je vis quelque chose de gros, je suis plus disponible pour la discussion, tu sais, reprenons cette discussion plus tard, puis là, ça me donne le temps, finalement, de passer à travers mon propre processus émotionnel, puis d'être en mesure aussi de faire un petit peu plus preuve d'empathie pour comprendre qu'est-ce que l'autre a pu vivre, là, pour mieux revenir sur le sujet après, là. Parce que sur le coup d'une émotion forte, c'est pas facile de faire preuve d'empathie pour l'autre, là. Fait que ça revient, c'est ça, à prendre ce pas de recul-là. Ben, je pense que on peut terminer avec ça. C'est une belle façon de terminer, de se rappeler justement que de prendre ce recul-là, c'est pas d'ignorer ou tu sais, d'invalider nos émotions ou de les refouler, là, au final. Puis c'est qu'on prend ce pas de recul-là, par exemple, par rapport à une discussion en couple ou autre, ben, c'est pour faire le processus d'acceptation, d'accueil de notre émotion. Puis celui que tu décrivais tantôt, les étapes que tu décrivais un peu de ressentir, reconnaître, Puis aussi, peut-être, j'ai envie de dire là-dessus que le contexte n'est pas toujours favorable pour faire tout ce processus-là sur le coup, là. Donc, que ce soit sur le coup d'un conflit ou bon, je sais pas, je vis une émotion au travail aussi, ben si je dois faire une présentation orale 5 minutes plus tard, là, je pourrais pas là, me connecter à mon émotion puis comprendre c'est quoi le message et tout ça, là. Donc, des fois, c'est juste j'aime bien utiliser le terme prendre rendez-vous avec soi-même pour plus tard. Donc, on peut même parler à nos émotions puis dire bon, tu sais, là, je vois, là, je ressens bien, là, que je suis en colère, là, ou je ressens bien que ça m'a affecté, je sais pas encore exactement ce que je vis, mais je sais que je vis quelque chose, là. Je vais venir me connecter à ça plus tard, quand j'aurai le temps. Je t'entends, ma petite émotion qui parle fort ici, là, mais attends un petit peu, là. J'ai une autre priorité. Inquiète-toi pas, je vais revenir à toi plus tard, là. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Puis on en avait parlé justement un petit peu avec les filles de la clinique Juno quand ils étaient venus sur le podcast parler de bien-être. Puis c'est ça, c'était de valider comment on se sent, puis un peu comme on ferait avec nos enfants, par exemple, tu sais, de dire comme j'entends ce que tu vis, ou tu sais, avec une autre personne, là, par exemple, là, tu sais, j'entends ce que tu vis, je sais comme je comprends, mais tu sais, de se valider, mais on va y revenir parce que ça passe pas le bon moment. Exact, c'est ça. Ouais. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Ben, merci tellement. En tout cas, il y aurait tellement d'autres choses à dire. Je pense que peut-être qu'on devra faire une deuxième partie pour approfondir certains thèmes. On verra si les gens avaient des questions, certains sujets qu'ils aimeraient comme plus approfondir. Mais je pense que c'était une super belle introduction là, par rapport à l'intelligence émotionnelle, mieux comprendre nos émotions, nos sentiments, puis la gestion de tout ça, entre autres, par rapport à soi-même, mais dans le couple aussi, là. Ben oui, j'ai vraiment aimé ça. J'espère que ça a été une bonne introduction, bien vulgarisé, tout ça, mais comme on disait, c'est tellement complexe. Ouais. Mais je sais pas si... En vrai, j'ai envie spontanément de finir avec un exemple, Emmanuel, si on a le temps. Je sais pas si... Oui. Parce que je trouve qu'on a peut-être pas tant donné d'exemples de comment ça peut s'appliquer des fois, là, quand on développe son
son intelligence émotionnelle, quel impact ça peut avoir, quel bienfait, tu sais. Fait que je vais m'utiliser, c'est ça qui monte. Mais tu sais, par exemple, on dirait que moi, avant, bon, quand j'étais ado, je réalisais pas que j'avais des fois besoin de plus de solitude, tu sais, ou moi, ma manière de vivre mes émotions, des fois, j'ai besoin de plus de temps que d'autres, tu sais, puis aussi, moi, je me recharge pas nécessairement en contact avec beaucoup de gens, tu sais, j'aime ça, le social, là, je suis une personne très sociale, mais pour recharger mes batteries, tu sais, j'ai besoin de temps pour moi, et il y a certaines périodes où j'en ai besoin de plus, tu sais. Puis, bref, j'ai conscientisé ça avec le temps. Et ça me permet maintenant, à certains moments, tu sais, de dire vraiment franchement à mon chum, dans notre relation, « Hey, écoute, tu sais, en ce moment, là, puis là, j'utilise ces mots-là, mais je me sens vraiment sauvage, OK? Tu sais, on dirait, là, que je voudrais juste être dans une grotte, là, puis pas voir personne pour 4 jours, OK? Puis j'ai dit, fait que là, ça me permet de dire, écoute, dans le fond, c'est pas toi, là, c'est moi. Fait que fais juste me laisser plus mon espace, plus ma bulle, tu sais, puis ça va sûrement nous éviter des conflits, ce que j'étais pas en mesure de dire avant. Ouais. Puis là, à cause finalement de cette sensibilité-là que j'avais vraiment plus élevée et ce besoin-là d'espace et de temps et de calme, ben souvent on se retrouvait dans des conflits à cause de ça. Parce que lui, il me disait, mettons, ben t'es pas comme ça d'habitude, comment ça tu réagis comme ça? Il trouvait que je surréagissais et tout ça. Donc, on dirait que je trouve que c'est un bel exemple de comment ma confiance de moi que j'ai augmentée, tu sais, permet aussi de prévenir des conflits relationnels. Ouais. Fait que ça part vraiment de cette première sphère-là que tu décrivais au début, qui est dans le fond d'apprendre à se connaître un petit peu plus, là, de connaître puis comprendre. Et après ça aussi, de moi me sentir mon état émotionnel sur le coup, là, tu sais, puis de voir, OK, j'ai ce besoin-là d'entrée de jeu, mais là, en ce moment, c'est puissant, c'est fort, et je sais que si je l'écoute pas, je vais peut-être me mettre dans le pétrin, là, ou nous mettre dans le pétrin. Puis là vient l'autre étape qui est d'arriver à le nommer aussi. On a parlé de nommer ses besoins dans d'autres épisodes, là, mais l'autre étape qui est difficile pour quelques personnes. C'est le plus dur, là. Parce que pour arriver à le nommer, hein, faut le comprendre, faut le connaître, faut s'assumer. C'est facile, tu sais, mais on envoie beaucoup d'empathie aux gens. Ouais, c'est quelque chose le positif, quelque chose qui peut se développer aussi, puis qui se travaille. Et on a envie de le faire. Oui, vraiment, vraiment. Ben, merci encore pour ta présence, puis je vais mettre les liens là, de ce que tu parlais au début par rapport à tes réseaux sociaux, puis ton livre aussi dans le bas du podcast si jamais les gens veulent aller te suivre, puis commencer à faire le processus peut-être de mieux se connaître, puis apprendre quelques trucs pour améliorer leur intelligence émotionnelle.